Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Monde de Béliard sur France Info, le canal 27, comme tous les vendredis soirs. On vous répond, rendez-vous politique, que j'ai le plaisir de présenter avec Gilles Bornstein. Comme plaisir partagé, mon cher Mathieu. Bonsoir Gilles, vous allez bien? Ça va fort bien. Nous sommes Mieux, ça serait indécent. Jusqu'à 19h avec nos téléspectateurs et avec Marion Maréchal qui est en plateau avec nous. Bonsoir. Tête de liste Reconquête aux élections européennes du 9 juin. Vous connaissez le chemin, mais je vais le redonner pour les nouveaux sur le canal 27. Vous flashez ce QR code qui est en haut à droite de votre écran avec votre smartphone, l'appareil photo de votre smartphone. Hop, vous prenez ça en photo et vous serez naturellement guidé dans ce studio. Votre question dans nos écrans, nous la présenterons à notre invité. Nous serons ce soir en direct un peu plus tard avec Vikia Roginski, étudiant en droit à Paris Assas, qui souhaite vous interpeller au sujet de la Nouvelle-Calédonie. On va le retrouver un peu plus tard, mais d'abord, c'est à la une évidemment aujourd'hui, un policier abattu ce matin, un policier a abattu ce matin un homme armé d'un couteau et d'une barre de fer, homme qui se jetait sur les forces de l'ordre après avoir tenté d'incendier une synagogue de Rouen. Le maire de Rouen appelait ce soir à un rassemblement que Gilles Papin est en train de suivre pour France Info ce soir depuis Rouen. Gilles, bonsoir Gilles, est-ce qu'il y a du monde déjà autour de vous? Est-ce qu'il y a des représentants politiques? Bonsoir. Ah oui, écoutez, environ 500 anonymes ont répondu présent à l'appel du maire Nicolas Mayer-Rossignol sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen, donc suite à cette attaque ce matin de la synagogue de la ville. 500 anonymes, mais aussi, vous l'avez dit, des représentants politiques. On a croisé Valérie Ayé, la candidate de la majorité aux européennes, et beaucoup de représentants des communautés religieuses de la commune de Rouen sont aussi présents. Le maire de la ville qui a parlé pendant 10 minutes et qui vient de laisser la parole à l'un de ses adjoints. Et normalement, d'ici une dizaine de minutes, il devrait faire un point à la presse. On a vu, je vous l'ai dit, Valérie Ayé, la candidate de la majorité aux européennes. On ne sait pas si d'autres partis politiques ont envoyé des représentants. C'est le cas notamment pour Reconquête, dont votre invité est Marion Maréchal. Bien sûr, un autre rassemblement. Merci Gilles Papin depuis Rouen. Un autre rassemblement ce soir à l'initiative de l'UEJF, un peu plus tard, organisé place de la République à Paris. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Rouen dans l'après-midi. Et il considère que la police en général a bien fait son travail, en particulier l'agent qui a tiré. Lorsque cette personne est arrivée avec un couteau à quelques centimètres de lui, utiliser son arme administrative, je pense qu'il a fait son travail. Et que plutôt que, comme je l'ai pu voir depuis ce matin dans les déclarations, se poser des questions pour savoir pourquoi cette personne a été neutralisée par la police, on devrait féliciter cette personne. C'est pour ça que, ayant marre de ce procès systématique contre les forces de l'ordre, j'ai décidé désormais de décorer ce policier parce que je considère qu'il a fait son travail. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Décider de décorer le policier, comme vient de le dire le ministre de l'Intérieur, décider de décorer le policier avant même de savoir exactement ce qui s'est passé, est-ce que c'est logique ? Ah oui, c'est logique au regard de la situation. Excusez-moi, vous avez indéniablement et de manière factuelle un homme qui a voulu agresser avec un couteau force de l'ordre alors même qu'il tentait d'incendier une synagogue. Je pense qu'on a là tous les éléments qui démontrent que le policier était dans son bon droit et dans un cas de légitime défense. Aurait-il fallu qu'il attende de se prendre un coup de couteau avant de réagir? Je ne le crois pas. Et trop souvent, d'ailleurs, nos forces de l'ordre renoncent à utiliser leurs armes justement parce qu'elles ont une forme d'appréhension ensuite dans la lecture de la légitime défense ou dans le retournement de responsabilité qui pourrait être fait. Moi, je souhaite que dorénavant, justement, les policiers n'aient pas peur de pouvoir se protéger, y compris si cela doit impliquer d'utiliser son arme. Mais ma question concernait non pas la légitime défense, mais le fait de le décorer. Bah si, une fois de plus, je considère aujourd'hui que c'est un policier qui a fait son travail, qui s'est protégé et qui a empêché un homme de commettre un crime dangereux. Donc, je ne vois pas de problématique à ce qu'il soit décoré. Gérald Darmanin estime que la police, donc l'État, a bien fait son boulot et donc personne n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Qu'en pensez-vous ? Je pense l'inverse, parce que indéniablement, le profil de ce criminel démontre que l'État n'a pas fait son travail, puisqu'il s'agissait là, je le rappelle, d'un Algérien clandestin sous OQTF, dont l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été appliquée. Et je rappelle qu'on a un gouvernement qui promettait il y a quelques années par la voix d'Emmanuel Macron que 100% des OQTF seraient appliqués. On est autour de 7% aujourd'hui. C'est une véritable défaillance de l'État. Et je souhaiterais
je souhaiterais que le gouvernement puisse se donner les moyens d'exécuter ces OQTF. Sachez qu'aujourd'hui, l'Algérie est particulièrement mauvais élève en la matière, puisqu'elle refuse de délivrer les fameux laissez-passer consulaires, qui sont ces documents administratifs qui permettent le retour des clandestins sur le sol algérien. Qu'attend donc le gouvernement pour, par exemple, commencer par remettre en cause l'accord migratoire avec l'Algérie, qui est un accord dérogatoire et plus favorable au droit commun pour l'accueil des Algériens sur le sol français? Qu'attend-il pour conditionner même plus largement l'aide au développement au seul pays qui aujourd'hui accorde ces laissez-passer consulaires? Qu'attend-il pour mettre fin à la politique généreuse de visa à ce pays, ou même simplement à l'accueil pour des raisons médicales d'un certain nombre de dirigeants algériens qui ne se gênent pas pour venir se faire soigner dans les hôpitaux français? Ça aurait empêché ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça aurait permis en tout cas que l'OQTF soit appliqué, si tant est qu'il y ait eu la volonté politique de l'appliquer. Alors, il était inscrit au fichier des personnes recherchées depuis la fin du mois de janvier. Donc, il y a un problème, excusez-moi. S'il avait été interpellé, il aurait été placé en centre de rétention administrative, puis expulsé. Il y a eu, Non, mais je veux dire, à un moment donné... Ne pas exercer de raccompagner quelqu'un une fois qu'il est arrêté, c'est une chose. Là, pour le coup, il n'avait jamais été arrêté. Non, mais très bien. Il n'a pas été arrêté depuis qu'il est sous OQTF. Il a manifestement été identifié pour pouvoir subir cet OQTF. C'est donc bien qu'à un moment donné, il a été identifié et en contact. Donc je ne crois pas qu'on se soit donné les moyens de le retrouver. Je crois que c'est ça surtout le sujet pour pouvoir exécuter cet OQTF. Maintenant, moi, on parlait de ce maire socialiste qui organise un rassemblement. Voilà l'archétype de ces politiques qui déplorent quand un drame arrive, mais qui ne se posent jamais la question de leur responsabilité par procuration de cette situation. Le maire de Rouen, voyez-vous, il finance avec l'argent public SOS Méditerranée. Donc cette association, cette ONG pro-migrants qui va se faire le complice des passeurs en Méditerranée pour aller chercher les bateaux de migrants et les raccompagner sur les côtes. Que vous voulez stopper dans le cadre de votre programme. Évidemment, c'est un homme qui par le passé d'ailleurs s'est opposé à l'application d'une OQTF. Il explique que l'immigration est une chance pour la France. Donc à un moment donné, si vous voulez, au-delà même de la question de l'expulsion de ceux qui sont sur le sol français, peut-on aussi se poser la question de la politique migratoire à la fois légale telle qu'elle est pratiquée? En l'occurrence, cet individu aujourd'hui, il avait fait une demande de séjour pour étrangers malades, demande qui a été refusée. Il y a eu un arrêté de reconduite à la frontière, mais tout a suivi un ordre juridique, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce type de profil veut venir en France? Peut-on se poser la question des incitations à l'immigration en France? Peut-on savoir pourquoi aujourd'hui elle est le pays de destination privilégié de la plupart de ceux qui rentrent clandestinement sur le sol européen? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui nous avons une politique sociale d'aide particulièrement généreuse, à la fois sur les aides au logement, sur... En l'occurrence, non, sur ce profil-là. Mais excusez-moi, si, quand vous êtes clandestin aujourd'hui sur le sol français, vous bénéficiez par exemple de la prise en charge à 100% de vos soins de santé. Luxe d'ailleurs dont ne bénéficient pas jusqu'à preuve du contraire les Français. Donc excusez-moi, vous avez la perspective... Pas pour tous les... Enfin, c'est l'AME, c'est pas pour tous les soins. Alors, c'est pour l'immense majorité des soins. Et permettez-moi de vous dire que pourquoi aussi ces personnes tentent et se maintiennent illégalement sur le territoire français? Parce qu'ils ont l'espoir et la perspective que leur offre ce gouvernement de pouvoir un jour être régularisés. Parce qu'aujourd'hui... Mais ce que vous dites en gros, c'est que le droit ne convient pas, mais en l'occurrence... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un encouragement aujourd'hui organisé, une incitation finalement politique à venir sur le territoire français, y compris de manière clandestine. Parce que vous savez que si vous venez clandestinement sur le territoire français, vous ne serez pas en réalité puni pour cela, puisque ça n'est plus aujourd'hui un délit, que par ailleurs vous avez la perspective de pouvoir être régularisé, puisque le gouvernement, d'ailleurs, avec le vote des LR et du RN, a voté un texte de loi, je n'y reviens pas, qui a augmenté la perspective de 10 000 régularisations supplémentaires, et qu'à l'issue de cela, vous avez même la perspective de pouvoir être naturalisé. Vous donnez l'impression que si ce qui est arrivé aujourd'hui est arrivé, c'est à cause de tout ce que vous avez dit. C'est pas un peu hâtif comme... Si, je pense qu'aujourd'hui, on crée les conditions pour que des personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français soient sur le sol français et se maintiennent sur le sol français. Et c'est toutes les raisons toutes ne mettent pas le feu que je viens de vous exposer. Qui sont dans le cas que vous dites ne mettent pas le feu à une synagogue. D'accord, mais enfin, en l'occurrence, si on avait une politique qui consistait à dire si vous rentrez clandestinement sur le sol français, comme d'ailleurs c'est le cas en Australie, vous ne serez jamais régularisé, vous n'aurez aucune espèce d'aide quelle qu'elle soit, et donc vous ne serez évidemment jamais avec la nationalité française le bénéfice du regroupement familial. Peut-être que ça dissuaderait un certain nombre de ces clandestins de venir sur le sol français et que nous aurions moins évidemment de perspectives de risque. Alors fallait-il le dissuader, c'est une chose. En l'occurrence, celui-ci, ça lui avait été refusé. J'en reviens à ce qui s'est passé ce matin, Marion Maréchal. Daniel vous pose une question sur France Info. Ce policier n'aurait-il pas pu tirer dans les jambes de l'assaillant?
l'assaillant. Non mais excusez-moi, mais moi j'aime pas à travers cette question l'insinuation qui serait faite que le policier avait Pardon, c'est des questions de français. sincèrement, non mais la nécessité de la volonté de tuer. Moi je pense que le policier, quand il tire pour se défendre. Il tire parce qu'il est dans une situation de menace face à un homme armé qui manifestement lui veut du mal et veut peut-être même l'assassiner. Donc je pense que si ce policier a tiré comme il l'a fait, c'est bien que c'était la seule perspective. Je ne sens pas d'insinuation dans la question, Daniel. Est-ce qu'il n'aurait pas pu tirer dans les jambes de l'assaillant? Non, mais moi, je ne suis pas à la place du policier. J'imagine que si le policier a tiré comme il l'a fait, c'est parce que les conditions se sont imposées à lui comme cela. Je n'imagine pas que le policier... jugé. Je n'imagine pas que comme le policier... aurait été jugé. Je n'imagine pas que le policier ait eu l'intention de tuer. Voilà, donc c'est toujours pareil. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait même un soupçon, je ne dis pas que c'est à travers cette question, mais un soupçon d'inversion accusatoire laissant entendre que le policier aurait tué avec cette intention dès l'origine. Aujourd'hui, c'est la procédure, le policier qui a été placé en garde à vue. Rien à dire, c'est logique, c'est la procédure, c'est normal, ça vous choque? Après, c'est normal qu'il y ait... Alors, oui, moi, ça me choque. Sur le principe, moi, je suis pour la présomption de légitime défense pour les policiers. Donc, de manière générale, donc, le fait qu'on présume qu'ils aient été en situation de légitime défense... Je le précise, il a été placé en garde à vue, le temps d'être auditionné. Ah bah moi, je pense que face à ce type de situation, je suis pour la présomption de légitime défense. Donc, je considère qu'on doit présumer du fait qu'il était en situation. Et donc, c'est l'inverse, ensuite, qui doit être démontré. Et non, ça implique, du coup, qu'il n'y ait pas de garde à vue automatique dans ces conditions. Pour le coup, Gérald Darmanin, on l'a entendu, a accordé la présomption de légitime défense à ce policier. De fait, non, ça n'est pas aujourd'hui dans le droit et ça n'est pas automatique. Moi, je suis pour changer la loi. Je suis pour un changement de paradigme. On part du principe que le policier était évidemment en situation de légitime défense s'il a tiré, parce qu'il est au service de l'État français et de la protection des citoyens, et non pas la présomption inverse. Après la fusillade qui a coûté la vie à 2 gardiens de prison cette semaine, Marion Maréchal, vous avez tweeté ceci: il faut traquer Mohamed Amra et ses complices comme des kouachis et les arrêter à tout prix, morts ou vifs. Morts ou vifs, un peu comme sur les westerns. Marion Maréchal, est-ce que vous réitérez ces propos? Ça recoupe exactement le sujet dont on est en train de parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'au regard du drame qui a été causé et de la gravité de ces actes, si tant est que les policiers retrouvent après la traque ces personnes et que ces personnes, ce qui j'imagine sera le cas, refusent d'obtempérer et ripostent de manière violente, qu'évidemment les policiers n'aient aucune hésitation à tirer. Voilà ce que je dis. Ils ne doivent en aucun cas prendre le risque de leur vie. Avant même, dans ce tweet dont même Éric Zemmour a dit: je préférais qu'il soit arrêté et jugé. C'est avant l'éventuel... Moi, je préférais qu'il soit arrêté. Non, mais excuse-moi, je préférais qu'il soit arrêté et jugé. Mon propos est exactement celui que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si, une fois de plus, on est face à des gens qui refusent d'obtempérer, qui ripostent de manière violente. C'est pas ce que vous écrivez dans le tweet. Vous dites pas qu'il soit arrêté mort ou vif, et donc ça, je vous explique. Dites pas arrêté mort ou vif, et si par hasard il y a un danger, vous dites je vous explique. Là, ce soir, vous dites uniquement en cas de légitime défense. C'est pour ça que je cite les kouachis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un risque quelconque d'une mise en danger de nos forces de l'ordre, je considère qu'il ne doit pas y avoir d'hésitation, et pas de scrupule. Une fois de plus, moi je souhaite que les policiers puissent rester chez eux vivants, auprès de leur famille et de leurs enfants, et je trouve que trop souvent, malheureusement, nos policiers se mettent en danger précisément parce que, à la fois, la pression de la société, la loi, l'absence de présomption de légitime défense... Donc dans votre tweet, en fait, c'est en cas de légitime défense. Oui, évidemment, c'est ce que ça implique. Si, évidemment, ils arrivent à les arrêter dans de bonnes conditions et qu'ils puissent être jugés, évidemment qu'ils devraient être jugés. Voilà. C'est mieux quand c'est dit comme ça. Ambiguïté là-dessus. Dont acte. L'actualité reste dominée, évidemment, par la situation en Nouvelle-Calédonie. L'État a décidé de faire revenir l'ordre. État d'urgence, envoi de troupes. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ? Moi, je trouve que la réponse du gouvernement est très en deçà de la gravité de la situation. On est face à un chaos absolu. Je vois les témoignages qui sont là-bas de personnes qui sont recluses chez elles, un pillage généralisé. J'ai vu que 90% des chaînes de distribution à Nouméa avaient été intégralement détruites. Un racisme anti-blanc et anti-français décomplexé qui s'exprime par les mots et la violence. Et on a, je le rappelle, sur place 1600 policiers et gendarmes qui sont dans une situation d'épuisement, et le gouvernement envoie 1000 forces de l'ordre supplémentaires qui vont être quasiment en remplacement de ceux qui sont sur place. Je rappelle qu'au moment... Pourquoi en remplacement ? Parce que la plupart, justement, sont dans une telle situation d'épuisement qu'ils ne pourront pas continuer à assurer leurs fonctions. Donc je crois qu'on est très en deçà de ce qu'il faudrait en termes d'effectifs pour ramener le calme et l'ordre. Et je crois que manifestement le gouvernement n'a pas pris la mesure. Il y a besoin de policiers en métropole aussi. Il y a la flamme olympique, il y a des événements tout le temps. C'est assez compliqué. On gère en effet les priorités. On protège la flamme olympique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'État français, c'est d'être aux côtés de tous ces Français
pacifiques et menacés en Nouvelle-Calédonie, qui voient leurs biens détruits, mais qui voient même leur domicile menacé, voire leur vie parfois, ou leur intégrité physique menacée. Je veux dire, on est dans un chaos qui ressemble à de la guerre civile. Il faut quand même en avoir conscience. Et du coup, pour bien comprendre, vous êtes d'accord avec ce qui a été décidé et vous saluez les décisions du gouvernement? Ah bah moi je considère que, je vous dis, la réponse est en deçà de ce qu'il faudrait faire. Je considère qu'il plus faudrait des effectifs militaires. L'armée, voilà, il fallait envoyer l'armée. Il faudrait des effectifs. Il y a une partie de l'armée qui est présente sur place pour protéger les infrastructures, mais qui est, selon moi, insuffisante. Il faudrait des effectifs de forces de l'ordre plus importants également pour pouvoir parer à la faut-il utiliser l'armée pour le maintien de l'ordre? Excusez-moi, il faut... Non, mais moi je ne parle pas du maintien de l'ordre, je parle notamment de la protection d'un certain nombre d'infrastructures. Ils sont en particulier là sur des ports et des aéroports. Ils pourraient être déployés de manière plus large pour protéger davantage d'infrastructures, y compris civiles d'ailleurs. Plus de militaires, plus de forces de l'ordre. Qui sont menacées. Et puis je crois qu'aujourd'hui, la logique qui devrait être celle du gouvernement, c'est le refus total de négociation et de compromis avec cette minorité violente qui met ce territoire à feu et à sang. Il n'y a pas de compromis. C'est qui cette minorité? Il n'y a pas de... Mais ce sont, en l'occurrence, les politiques, une partie des indépendantistes violents qui manipulent d'ailleurs une partie de cette jeunesse. Et je crois qu'il faut tordre le cou totalement à cette espèce de dialectique qui consisterait à dire qu'il y a une forme de jeunesse qui pille. Tous les leaders indépendantistes ont appelé à la fin des violences. Non, il y a objectivement un contexte aujourd'hui qui a poussé à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ont boycotté le dernier référendum parce qu'ils savaient qu'ils allaient le perdre. C'est ça la réalité. C'est un véritable sabotage. Et depuis, ils alimentent la tension. On apprend d'ailleurs, ce qui n'est pas sur surprise, que ces partis sont bien souvent d'ailleurs soutenus par des formes d'ingérence étrangères. On parle de l'Azerbaïdjan, on parle de la Chine. Donc ils sont en fait des leviers de déstabilisation de la France par l'étranger. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et moi, je tords totalement le cou à ce récit qui laisserait entendre que ces jeunes aujourd'hui qui pillent, qui volent, qui cassent, sont dans une revendication politique. C'est faux. Voilà, ce sont des jeunes qui laissent exprimer leur pulsion de violence et leur haine anti-française parce que c'est le chaos. Il n'y a pas de revendication politique quand on pille et on casse. Mais de la même manière, vous dites ceux qui cassent n'ont pas de revendication politique. Ceux qui ont des revendications politiques, les partis indépendantistes, sont-ils violents? Excusez-moi, ça suffit en fait. Ça suffit. Ça fait 20 ans qu'on a un accord et une négociation en cours. Il y a eu 3 référendums. 3, voilà. Et les 3 ont manifesté la volonté majoritaire des Calédoniens de vouloir rester français. Donc maintenant, il faut que ça s'arrête. Ça n'est plus le moment de la négociation, du compromis. Est-ce que vous tenez les partis indépendantistes comme responsables de la violence qui a lieu aujourd'hui? Ah bah moi, je considère qu'ils ont participé, oui, d'une ambiance, indéniablement. Ils sont dans des discours quand même qui sont, disons-le, très anti-français. Ils sont dans un discours anticolonial, caricatural et outrancier. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'est pas une colonie. Voilà, c'est pas une colonie française, c'est un territoire français de la République. Et une majorité de Calédoniens ont exprimé le souhait de voir rester. Il y a eu aujourd'hui, rappelons-le quand même, 40 000, depuis les accords de Nouméa, 40 000 Calédoniens qui sont privés du droit de vote. Aujourd'hui, du fait du gel du corps électoral, y compris s'ils sont nés en Calédonie et qu'ils y vivent depuis toujours. Donc, je veux dire, à un moment donné, je pense que maintenant, il faut arrêter ce compromis et que être dans la logique ou la perspective de pouvoir encore organiser un potentiel référendum, pouvoir encore être dans la négociation, c'est finalement céder au chantage des casseurs et des pillards. On va en parler, mais on va accueillir Vitia Roginski, qui est étudiant en droit à Paris Assas. Vitia, bonsoir, soyez le bienvenu ce soir sur France Info. Vous vouliez intervenir justement sur cette question de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes en direct avec Marion Maréchal. Oui, bonsoir. J'ai écouté Madame Maréchal Le Pen parler. Et c'est comme d'habitude, moi je suis profondément choqué par ce que j'entends. On nous dit évidemment que ce n'est pas une situation coloniale, que c'est une simple communauté d'outre-mer, que tout va bien. Ça me choque, mais passons outre. Moi, le propos qui me choque, et vous l'avez souligné, c'est de dire que les partis politiques sont responsables et les jeunes sont responsables. Les pauvres Français menacés, eux, sont victimes de racisme anti-blanc. N'oublions pas qu'ils se constituent en milice, qui est aussi un crime. Il y a des tas de problèmes et Mme Maréchal Le Pen passe outre, considère évidemment que le FLNKS, par exemple, est responsable, mais aussi que les Kanaks qui se défendent, qui ont des positions politiques, le sont. Donc j'aimerais savoir qui elle considère vraiment responsable et quelle issue elle propose. Qu'est-ce qu'on fait pour la Kanaki ? Merci pour cette question d'un joyeux militant LFI. Oui, alors je suis en désaccord en effet total avec ce qui est dit. Oui, je considère que les jeunes qui pillent, qui volent, qui cassent et qui agressent sont responsables. Je vous le confirme, en effet.
Je considère aujourd'hui, puisque manifestement ce jeune homme a l'air d'en faire fi, qu'il y a eu 3 référendums dans lesquels une majorité de Calédoniens ont exprimé leur souhait de rester français, y compris, parce que ça a l'air de vous échapper, puisque probablement monsieur est-il dans une lecture très ethnique, des Kanaks qui ont exprimé et qui expriment leur volonté d'être français. Parce que les indépendantistes ne représentent pas nécessairement la majorité des Kanaks et encore moins les indépendantistes violents. Aujourd'hui, ce territoire bénéficie d'un large statut d'autonomie. Moi, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait des lois de pays et qu'il y ait un statut d'autonomie propre, y compris d'ailleurs pour que les communautés kanaks puissent continuer de faire vivre leur identité et leur culture. Ça, je l'entends et je le comprends parfaitement et je trouve ça tout à fait légitime. Mais une fois de plus, moi, je réfute cette idée de territoire colonisé, d'autant plus, une fois de plus, ça fait 20 ans que nous sommes maintenant en négociation et que tout a été fait pour, y compris d'ailleurs priver de droit de vote, je l'ai rappelé, 40 000 citoyens français d'accès aux urnes pour aboutir à la situation dans laquelle nous sommes. C'est ceux qui auraient voté s'il n'y avait pas eu le gel par Jacques Chirac. Exactement. Donc on ne peut pas dire que tout n'a pas été fait pour que les populations puissent s'exprimer. Vitia Roginski. C'est tout le problème de la situation. Vous me parlez à très juste titre de ce gel du corps électoral. Tout le point de tension de la situation actuelle part de ce dégel, de cette volonté de dégel. Un député, me semble-t-il, PCF, puisque vous avez mentionné LFI, mais le PCF a aussi sa ligne. Un député PCF d'Outre-mer, de Martinique, a rappelé 24 heures avant le vote à l'Assemblée nationale de ce texte que s'il y avait des violences, et il savait qu'il y en aurait peut-être, puisqu'on connaît le FLNKS, on sait la situation, vous l'avez rappelé. S'il y avait des violences, elles ne sortiraient pas de nulle part. Elles ne seraient pas inexpliquées. Que ce dégel aurait des conséquences. Il a des conséquences. Aujourd'hui, on est face à ces conséquences. Je peux poser une petite question, moi aussi, ou pas? Évidemment. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales? Ah, vous êtes gêné là. Ce serait long à expliquer. Vous êtes gêné, je pense. Vous êtes gêné, voilà. Donc voilà, typiquement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un militant LFI, parce que la réalité, je vois très bien ce qu'il y a derrière, c'est que ce jeune homme est évidemment pour le droit de vote des étrangers. Il n'y a pas que LFI qui est pour le droit. Ou de gauche ou d'extrême gauche, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Je vois bien le raisonnement derrière. Donc ce jeune homme, il ne vous le dira pas évidemment, parce qu'il voit bien là où je veux en venir. Donc lui, il est pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France. En revanche, il s'oppose à ce que des Français puissent voter sur un territoire français. Voilà. Je pense que tout est dit sur l'incohérence. Donc le monsieur, il va défendre l'identité des populations autochtones en Nouvelle-Calédonie et le refus de la dilution culturelle en Nouvelle-Calédonie. Par contre, j'imagine qu'il doit être contre le fait que des Français autochtones puissent là aussi défendre leur identité en métropole et refusent le multiculturalisme qui vient de l'immigration. Donc, réaction Vitia et merci. Est-ce que ce que je dis est faux, monsieur ? Encore une fois, ce serait long, mais... Non, mais vous savez, on vient du même coin, on est bretons tous les deux, donc je pense pas vous faire la leçon sur le FLB et la RB, mais voilà. Ok, d'accord. Bon, pas de réponse. On va pas rentrer dans le débat régionaliste breton, mais merci Vitia Roginski. Merci Vitia. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de poser une question à Marion Maréchal ce soir. 10 ans de résidence pour voter aux élections, comme le propose la loi constitutionnelle qui a été votée cette semaine. Ça vous paraît raisonnable ou vous pensez qu'on devrait pouvoir voter même au provincial aussitôt qu'on est résident calédonien? Non, mais moi, pour le coup, ça me paraît pas déraisonnable. Bon, voilà, qu'on fasse la démonstration qu'on est un Calédonien installé durablement et enraciné. Bon, voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'une fois de plus, on ne se retrouve pas dans la situation d'avoir durablement des sous-citoyens et qu'on tienne compte, parce que c'est ça le sujet central, j'y reviens, du fait qu'on avait l'air d'en faire complètement fi, qu'il y a eu 3 référendums. Et je rappelle quand même une chose, parce qu'on en parle très peu. Il faut savoir que dans ces référendums, et en l'occurrence notamment le dernier, imaginez quand même que le gouvernement français a refusé de prendre position. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement français qui a refusé d'appeler à voter pour que la Calédonie reste française. Mais où ça existe dans le monde, ça? Un gouvernement qui refuse d'exprimer la volonté qu'un territoire dans lequel il a beaucoup investi, beaucoup donné, reste français. Donc on peut dire quand même qu'après 20 ans, le gouvernement est quand même resté le plus impartial possible. Maintenant, les Calédoniens ont parlé. Il faut valider ça par le Congrès doit passer. Mettons fin maintenant à cette période et avançons pour construire une nouvelle histoire apaisée. Et qui ne soit pas, en effet, à la merci des casseurs, des pillards et des ingérences étrangères. Dommage, vous aurez bien retourné la question sur le droit de vote des étrangers, mais on n'a pas le temps. Luc Brisson est avec nous, des équipes de Vrai ou Faux. Bonsoir Luc. On va revenir avec vous sur une déclaration de Marine Le Pen qui évoque la possibilité d'un nouveau référendum
en Nouvelle-Calédonie, peut-être dans 40 ans. Vous vous êtes plongé dans les archives du Rassemblement national et cette déclaration peut surprendre. Oui, exactement. C'était hier dans l'émission L'événement sur France 2. Vous l'avez dit, elle se prononce pourquoi pas pour un nouveau référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pas tout de suite, mais dans 40 ans. Et elle n'y voit pas forcément un changement de ligne. Est-ce que vous avez changé d'avis sur la Nouvelle-Calédonie ? Non, mais je n'ai pas changé d'avis et vous avez une drôle de manière de voir les choses. Donc, pas de changement d'avis selon elle, mais cette position, elle tranche quand même avec ses précédentes déclarations. Par exemple, en 2021, on est à la veille du dernier référendum en date sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Marine Le Pen engageait les Calédoniens à manifester de façon définitive leur volonté de rester français, sous-entendu après ça, après ce référendum de 2021, eh bien la question serait définitivement réglée. Et puis si on revient encore quelques années en arrière, en 2013, Marine Le Pen revient d'un déplacement de Nouvelle-Calédonie. Elle fait une conférence de presse, elle évoque les référendums à venir, et là vous allez voir, sa réponse est très claire. Vous vous souvenez que dans le cadre de ces accords de Nouméa, et dans un concept un peu de république bananière, les instances ont décrété que si le premier référendum dit non à l'indépendance, on en organisera un deuxième. Et si le deuxième dit non à l'indépendance, il sera organisé un troisième référendum. Bon. Donc en fait, on continue à voter jusqu'à ce qu'on vote bien. C'est ça qu'il faut, en l'occurrence, comprendre. Donc là, on voit bien une certaine hostilité au référendum de la part de Marine Le Pen. Donc elle a clairement évolué sur la question. Puis l'évolution, elle est encore plus grande si on regarde dans l'histoire du parti. Par exemple, si on prend les déclarations des membres du FN sur la Nouvelle-Calédonie dans les années 80, par exemple, si on prend Jean-Pierre Stirbois, c'était le numéro 2 du FN, l'ex-numéro 2 du FN, en 1988, il expliquait que la chienlit, je le cite, la chienlit kanak se retrouverait en liberté si le oui l'emportait au référendum. Donc le discours a clairement changé. Question de Thomas Marion Maréchal. Que pensez-vous du positionnement du RN sur la situation en Nouvelle-Calédonie ? Moi, je suis en désaccord complet. Je considère qu'aujourd'hui, lancer la perspective d'un 4e référendum, c'est une capitulation devant, une fois de plus, les pillards, les casseurs et ceux qui mettent à feu et à sang. Marine Le Pen capitule devant les casseurs. Je veux dire, je pars d'un constat simple. Les accords, ça a été rappelé, prévoyaient 3 référendums en cas de non, de réitération du non. Ces 3 référendums ont eu lieu. Il n'y a donc pas de prévision d'un 4e référendum. Le donc 3e a été boycotté, vous le savez. Oui, mais d'accord. Libre à eux, je le précise. Oui, vous avez raison, mais libre à eux de le boycotter. Mais enfin, il a été organisé et ils l'ont boycotté, excusez-moi, je le rappelle, parce qu'ils savaient qu'ils allaient le perdre. C'est ça la réalité. Donc ils voulaient discréditer ce référendum parce qu'ils savaient que c'était censé être l'ultime, évidemment, appel aux urnes sur le sujet. Donc moi, aujourd'hui, lancer l'idée d'un 4e référendum... Dans 40 ans. C'est pour moi, précisément... Elle capitule devant les casseurs, Marine Le Pen ? Céder à la pression de la violence. Et je ne crois pas aujourd'hui que ce soit la bonne réponse. Pour moi, la bonne réponse, c'est retour de l'autorité de l'État, force à la loi et application, finalement, de toute la riposte nécessaire et de toute la réponse pénale et judiciaire nécessaire pour faire en sorte de rappeler mais vous avez dit, c'est capituler devant la les paix. casseurs. Marine Le Pen, que vous connaissez depuis longtemps, le Rassemblement national aussi, capitule devant les violences, devant les émeutiers. Je viens de vous le dire, je ne comprends pas cette position. Je ne peux pas vous le dire mieux, je ne le comprends pas, je ne la partage pas. Merci Luc Brisson. On le sait, c'est votre tante, vous la connaissez depuis toujours. Elle a toujours pensé comme ça, ou comme l'a montré Luc, vous avez le sentiment que c'est nouveau? Moi, j'en sais rien, vous lui poserez... vous lui poserez la question à elle directement. Je ne vais pas commenter l'évolution idéologique. Ça vous surprend, mais en revanche, là où je suis en désaccord, c'est quand j'entends, par exemple, qu'il y a aujourd'hui une partie de la jeunesse radicalisée dont il faudrait tenir compte en Nouvelle-Calédonie, donc les fameux casseurs. Vous savez, c'est le même phénomène qu'on a eu au moment de l'affaire Naël. Souvenez-vous, on a eu des émeutiers qui se sont répandus partout en France, qui ont tout cassé et tout brûlé. On disait oui, mais quand même, cette jeunesse indignée qui se lève pour Naël, et quand on les interrogeait, ils volaient des télés, ils volaient des baskets, et on racontait que c'était une revendication politique, là où c'était juste, en fait, des délinquants qui profitaient de la situation de chaos pour se servir. Moi, je lis ça aujourd'hui de la même manière pour une grande partie d'entre eux. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre. Alors je ne vous parle pas des événements, là, je vous parle de la position de... Pardon, je pensais qu'on était toujours sur la Nouvelle-Calédonie. On est sur la position de... Mais la position de Marine Le Pen nous a tous surpris, c'est vrai.
Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi change-t-elle d'avis à votre avis? Si, je pense que non, excusez-moi, non. Aujourd'hui, je suis dans un mouvement différent. Est-ce qu'elle veut se banaliser? Est-ce qu'elle veut se recentrer? Est-ce qu'elle veut se recentrer? Comment vous l'expliquez? Non, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est. J'ai peine à croire que vous le sachiez. Non, je vous assure que non. Je ne suis pas ventriloque de Marine Le Pen. Donc vous lui poserez une fois de plus la question. Il y a indéniablement une évolution que je ne m'explique pas. Est-ce que c'est une manière d'imaginer qu'on puisse acheter la paix sociale en appelant à une nouvelle négociation? Peut-être est-ce la logique? Moi, je pense qu'à un moment donné, quand il y a eu le temps de la négociation, il y a eu le temps du vote, maintenant il y a le temps de l'autorité de l'État. Comment vous la définiriez politiquement aujourd'hui? C'est la droite molle, c'est même pas la droite, c'est quoi? Elle ne se définit pas de droite. Non mais je vais pas vous dire qu'elle se définit. Vous, comment vous la définissez? Moi, ce dont je peux vous parler, au-delà de... Je suis pas là pour parler à la place de mes concurrents politiques. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui nous différencie. Déjà. Et indéniablement, il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui nous différencient. On a des points de convergence, certaines choses, c'est évident, mais on a aussi des points de divergence. Le programme économique, par exemple, est différent. On a un RN plus interventionniste, plus fiscaliste, plus étatiste. Voilà, je ne vais pas vous surprendre. On est beaucoup plus engagé dans la réduction des dépenses de l'État, par exemple, la réforme du système syndical, la lutte contre les dépenses d'assistanat, la baisse des charges sur le travail. Qui n'est pas tout à fait ce dont on parlait, mais bon. Non, mais oui, mais enfin, c'est ce qui m'intéresse. À un moment donné, si vous voulez, moi, je veux bien, mais on a des différences sur les sujets de société. Vous nous avez vu, je pense, beaucoup plus engagés dernièrement sur la question de la lutte contre la banalisation des mères porteuses et la marchandisation du corps de la femme et de l'enfant. Indéniablement, le RN est beaucoup plus en retrait sur tous ces sujets qui relèvent de la lutte contre la propagande woke ou l'activisme LGBT. Donc, ça fait aussi une différence. Et puis, pardonnez-moi, je finis juste là-dessus. Et on a une différence aussi dans la lecture des événements. Aujourd'hui, on a un RN qui considère qu'il n'y a pas de choc des civilisations avec la civilisation islamique. Je pense exactement l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une islamisation de la société qui pose un certain nombre de problèmes sur le sol français. Simplement, Bouhaddi vous a écrit, un de nos téléspectateurs, êtes-vous pour la décolonisation pour le peuple kanak? Ils ont été forcés à devenir français par le sang, écrit Bouhaddi. Est-ce qu'un kanak est un français comme un autre, Marion Maréchal? Bien sûr qu'un kanak est un français comme un autre, et ils le disent d'ailleurs également eux-mêmes dans les urnes. Parce qu'une fois de plus, ces gens oublient de dire qu'il n'y a pas d'un côté les kanaks qui seraient tous indépendantistes, et de l'autre, les Européens qui seraient tous pour une Calédonie française. Ça n'est pas vrai, c'est pas ainsi que se répartit le corps électoral. Pour vous, après 3 référendums, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France ad vitam aeternam. Oui, c'est la France et c'est amené à être un territoire de la République, une fois de plus avec un statut adapté qui permette en effet de défendre les spécificités locales et notamment l'identité locale, parce que moi je considère que l'identité kanak comme l'identité de nos autres territoires d'outre-mer fait partie du patrimoine culturel et identitaire français, donc j'y suis aussi attachée, mais une fois de plus, pas au prix de l'état de droit sur le sol calédonien. Le 17 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Alors à ce sujet, il y a un point de votre programme que j'ai là qui nous a interpellés. Vous voulez supprimer toutes les subventions européennes, on le voit sur votre programme, toutes les subventions européennes aux associations militantes LGBT. En France aussi ? Oui, pour une raison simple, c'est qu'une fois de plus, là, je ne parle pas des personnes homosexuelles, je parle d'activistes politiques, je parle de militants politiques qui se manifestent par des positions que je considère, moi, extrêmement radicales. Ce sont des partisans de la théorie du genre, donc l'idée de pouvoir faire changer de sexe les personnes et qui souvent, d'ailleurs, sont particulièrement prosélytes, y compris auprès des mineurs et des enfants. Ce sont les mêmes qui, régulièrement, défendent l'idée des lectures non-binaires et drag queens dans les bibliothèques devant des enfants. Ils militent pour la légalisation. Tous les militants... Ce dont je parle là. Ce dont je parle là, qui militent pour la légalisation, une fois de plus, des mères porteuses, qui pour moi est un scandale. Voilà, un scandale ACT UP, éthique. par exemple, qui a été très actif dans la lutte contre le sida. ACT UP, typiquement, il est pour toutes les positions dont je viens de vous parler. Voilà, donc moi je veux dire, à un moment donné, leur engagement sur le sujet de la santé publique ne peut pas effacer leur militantisme politique. Et donc oui, je souhaite supprimer les subventions, me battre contre ces subventions au niveau européen. Xavier vous demande, pensez-vous, comme les auteurs de Transmania, qu'il existe une idéologie trans en France incitant les plus jeunes à transitionner chimiquement ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une idéologie qui n'est fondée sur aucun fait médical et biologique,
qui tente à se répandre chez les jeunes générations avec une propagande, je dois dire, extrêmement perverse et active et qui laisse entendre qu'on pourrait naître dans le mauvais corps, qu'un garçon pourrait être une fille un garçon, ce que personnellement moi je réfute complètement, et qui est extrêmement dangereuse en termes de santé publique, puisqu'on explique notamment à des jeunes gens qui sont très souvent mal à l'aise dans leur corps au niveau de moment de l'adolescence, que s'ils se coupent ou se mutilent les parties génitales pour les jeunes filles, elles se coupent les seins, prennent des hormones et au risque de devenir stériles, je considère que c'est pas la meilleure manière de faire en sorte qu'une personne se sente mieux dans sa peau. Vous parlez d'idéologie. Au Pérou, les transgenres sont considérés comme des personnes avec des troubles mentaux. Est-ce que vous diriez que ce sont des malades mentaux comme au Pérou? Non, mais je ne dis en aucun cas qu'il s'agit là d'une maladie psychiatrique. Et une fois de plus, d'ailleurs, chacun est très libre de pouvoir se vêtir ou vivre comme il l'entend. Je ne suis pas dans un jugement personnel. Ce que je dénonce, c'est la propagande qui consisterait à faire croire, y compris à des jeunes enfants, qu'il n'y a pas de sexe. Voilà. Après, il y a des sexualités différentes, il y a des modes de vie différents. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Et moi, je continue de penser qu'il y a en effet deux sexes chez les êtres humains et qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Voilà, et qu'on est aujourd'hui dans une forme de totalitarisme idéologique qui veut nous obliger à vouloir dire... Enfin, vous dites chacun a la liberté, que l'État ne l'encourage pas, c'est une chose, mais on ne peut pas du tout quelqu'un qui veut changer de sexe. Oui, mais le problème, c'est que l'État l'encourage. Non, mais l'État se fait le relais vous venez de cette idéologie. On ne peut pas passer d'un sexe à l'autre. C'est ce que vous pensez ? Ah bah moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on peut dire qu'un homme devient une femme, mais je pense qu'à la fin, c'est un artifice. Voilà, un homme reste un homme biologiquement. Alors après, il peut se vêtir en femme, voilà. Mais je considère que c'est un artifice. Voilà, et vous voudriez l'interdire ? Non, je ne suis pas pour l'interdire. Chacun, une fois de plus, fait ce qu'il veut. En revanche, je suis... Non, mais quand on dit on ne peut pas passer d'un sexe à l'autre, vous ne donnez pas l'impression... C'est pas pareil que en revanche, je suis contre la prise en charge médicale par l'argent public. Voilà, c'est parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'une vaginoplastie, par exemple, est prise en charge par l'argent public. Je considère qu'une fois de plus, il faut être cohérent. Soit c'est une maladie, soit ça n'est pas une maladie. Si on considère que ça n'est pas une maladie, il n'y a pas de raison d'avoir de prise en charge par la sécurité sociale. Dans ce cas-là, c'est une démarche, on va dire, de changement esthétique, et ça doit relever de la démarche individuelle et être financé individuellement. Je vous ai écouté il y a quelques jours. Je ne vous ai pas senti très motivé par les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui ne vous va pas ? Les J-Walk. Les J-Walk, oui, je vous le confirme. Je trouve ça dommage, en fait, parce qu'on a le moment... un moment où on aurait pu rassembler la France, en faire une vitrine de rayonnement de la culture française. On aurait pu choisir des porteurs de flammes qui soient des porteurs consensuels, notamment, je sais pas, des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, des artisans primés. Voilà, et on fait le choix de l'idéologie de la provocation. C'est-à-dire que quand on des ingénieurs qui défilent avec la flamme, ça attirerait du monde. Bah oui, ça nous rendrait fiers en tout cas. Et puis ce serait une manière symboliquement de récompenser des gens qui apportent à la société et qui font consensus une fois de plus parce qu'ils apportent à la France. Je comprends pas aujourd'hui. Un rappeur, une drag queen, c'est pas possible. Non, je comprends pas qu'on fasse porter la flamme olympique par un rappeur qui chante nique ta mère sur la Canebière, excusez-moi, et nique tes morts sur le Vieux-Port. Non, je comprends pas. Pour être précis, c'est pas lui. Mais pour être précis, c'est pas lui. C'est pas son couplet. C'est pas Jul qui chante ça ? Non, il organise bande organisée, mais c'est pas. Pour être précis, simplement. Ce sont des faits. Soyons précis. Mais une fois de plus, non, mais je veux dire, qu'on s'entende. Quel est l'objectif ? Moi, ce que je souhaite quand on a une vitrine telle que celle-ci, qui est une vitrine extraordinaire, je me dis, on va faire. Il y a des centaines de porteurs de la flamme. On n'est pas obligé de. On va faire rayonner la France. Il y a des centaines de porteurs de la flamme. Non, mais il y a rayonner la France et puis. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille ? Faire rêver les Français, les amuser, les entretenir, vivre un bon moment ensemble. Faire rayonner la France, pour moi, c'est quoi ? C'est faire rayonner la beauté de la France, son esthétique, sa langue. C'est une forme de raffinement, d'élégance. Voilà. Non, mais la flamme, on la voit sur le viaduc de Millau, on va la voir sur le Mont-Saint-Michel. Mais là, on a fait vibrer les Marseillais, en l'occurrence, et les Français devant la télé. Maintenant, indéniablement, si vous m'en parlez aujourd'hui, c'est que ça a fait polémique. Donc, c'est que ça a divisé les Français. Et si ça a fait polémique, c'est que vous nous en avez parlé. Non, et c'est donc que, vous savez, je crois que si vous interrogez les Français, pour une grande partie d'entre eux, ils sont choqués par ce choix. Ils sont divisés, en tout cas. Et une fois de plus, mais c'est le même sujet que sur les drag queens. Juste, est-ce qu'à un moment donné, on a des personnes qui font des spectacles, ils ont tout à fait le droit de le faire, une fois de plus, c'est pas le sujet, qui sont des spectacles hyper sexualisés, pardon, mais vulgaires. Est-ce que c'est la bonne manière de représenter la France et les Français ? Moi, je ne le crois pas. De la même manière que quand on fait au village olympique, on sert des repas et qu'on fait des repas véganes avec du bœuf bourguignon sans bœuf, je me dis c'est quand même un moment un peu raté de ne pas faire rayonner la gastronomie française et les terroirs français. Tout symboliquement, si vous voulez, pour moi, me donne le sentiment de vouloir dévaloriser la France, humilier les Français ou nier même leurs racines. Souvenez-vous, premier acte, l'affiche. On efface la croix en haut du dôme des Invalides. Vous savez très bien que c'est la charte olympique, c'est la charte olympique qui l'imposait. Quand il y a eu les JO à Rio,
Eh bien, on avait, En tout cas, la charte olympique, le Jésus sur l'affiche. Eux, ils n'avaient pas honte de leur identité chrétienne. Excusez-moi. Le Corcovado, c'est différent. C'est pareil. Toujours dans votre programme, c'est page 7, combattre les ingérences islamistes de la Turquie et du Qatar. La propriété du Paris Saint-Germain par l'Émirat du Qatar est aujourd'hui incontestablement un instrument de soft power pour le Qatar. Est-ce qu'il faut l'interdire ? Non, mais de quoi je parle très précisément? Déjà, je parle sur des faits, puisque le dernier grand scandale de corruption, vous l'avez certainement Non, mais répondez-moi. vu. Non, mais Le Qatar, aujourd'hui, vous dites, voilà... Je vous fais une réponse, mais je ne vous parle pas des biens possédés par le Qatar. C'est pas ça dont je vous parle. Ce dont je vous parle, c'est... Est-ce que c'est une ingérence? Est-ce que posséder le plus grand club de foot français, pardon pour les Marseillais... Non, mais c'est pas... est-ce que... je vais pas vous dire que ça me fait plaisir, mais pour moi, c'est pas ce à quoi je fais référence. Ce à quoi je fais référence, même si c'est du soft power culturel, évidemment. Mais enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est je fais référence notamment au Qatargate, ce grand scandale de corruption, des valises de billets qui se baladaient de la part du Qatar chez les élus et les eurodéputés socialistes, de gauche quand même, et toujours les grands donneurs de leçons, qui étaient corrompus et qui servaient leurs intérêts. Je pense, en ce qui concerne l'influence turque au courant et à l'organisation Miligorus, Miligorus, qui est une organisation nationaliste turque islamiste qui a des mosquées en France officiellement affiliées et qui font un prosélytisme islamiste dans notre pays et qui sont, d'après tous les rapports qui ont été faits en France et à l'étranger, un levier d'influence turque sur les communautés turques en France. Je pense aux frères musulmans qui sont là aussi une organisation islamiste qui a un projet revendiqué de conquête islamique et d'imposition de la charia, dont je souhaite interdire toute forme d'expression, comme en Autriche, et évidemment la fermeture de toutes les mosquées qui s'y rattachent. Donc le PSG reste qatari, c'est pas le sujet en tout cas. Non mais ça me fait pas plaisir, Maréchal. c'était pas ce que je ciblais directement. C'est précisé en l'occurrence. Merci beaucoup Marion Maréchal d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos téléspectateurs en direct ce soir sur France Info, à suivre le JT Monde, bande de Gaza à fuir à tout prix, juste avant le 19-20 de Julien Benedetto. Excellente soirée à toutes et à tous.